Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Les tractations se poursuivent au Palais national autour du choix du prochain Premier ministre haïtien. Mardi, le chef de l'État a rencontré les présidents des deux branches du Parlement sur la question. Rien n'a encore filtré sur le nom du successeur de Jagui Lafontan. Proposition pour sortir de l'impasse, c'est le titre d'un document publié par l'Organisation du peuple en lutte pour sortir le pays de la crise. L'OPL préconise le choix d'un Premier ministre capable de répondre aux desiderata de la population. La polémique enfle entre le président du Sénat Joseph Lambert et le sénateur Ricard Pierre autour d'une seconde résidence officielle coûtant 8 millions de gourdes par an au trésor public dont dispose M. Lambert à Port-au-Prince. Le responsable du bureau de l'OIF dans la Caraïbe et l'Amérique latine, Emmanuel Advogi, a visité mardi les locaux de Radio-Télé Pacifique et du Journal Le National dans le cadre du renforcement de sa coopération avec les médias haïtiens. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rita faire pour le jour, continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Environ 72 heures après la démission de Jagui Lafontan, le nom de son éventuel successeur tarde à être dévoilé. Le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, qui s'est entretenu sur la question ce mardi avec le chef de l'État, Jovenel Moïse, au palais présidentiel, confirme qu'aucun nom n'a été arrêté. Le profil et la mission du futur Premier ministre ont toutefois été clairement définis, rapporte le député de Delma, ajoutant que les échanges ont été animés. Il faut dire que le président du Sénat, Joseph Lambert, a également participé à cette rencontre de consultation autour de la nomination du chef du prochain gouvernement. L'Organisation du peuple en lutte, OPL, se prononce en faveur d'un gouvernement inclusif capable de répondre aux attentes de la population. Selon le coordonnateur général de l'OPL, Edgar Leblanc-Fils, la prochaine équipe gouvernementale devra œuvrer en vue de ramener le calme et la stabilité dans le pays après les événements du 6 et 7 juillet dernier. À travers un document intitulé « Propositions pour sortir de l'impasse », l'OPL préconise une gouvernance basée sur le respect de la loi et la décentralisation. Edgar Leblanc-Fils au micro de Mario Silva. Proposition noire, il n'est pas aller pour le vide total, il y aller à, dans un premier temps, combler le vide gouvernemental là, mais de non continuum de concertation, arriver à changer mode de gouvernance. Jeudi et depuis le 2 juin 2018, OPL officiellement et publiquement, prend distance par rapport à gouvernement et OPL est dans l'opposition. Il est clair pour nous et pour tout le monde, compte tenu de trajectoire et de philosophie OPL, nous avons fait opposition à partir de dénonciations, d'opposition, mais aussi de propositions. Et c'est pour qualifier d'opposition propositive, d'opposition constructive, etc. Pour nous, ce n'est pas seulement bloqué pour ne pas réussir. Nous voulons n'importe quel gouvernement et dirigeant réussit. Parce que situation de misère, ça, n'est pas capable de continuer. Et puis demain, l'homme venu, c'est moins qu'à venir faire.
Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a reconnu mardi qu'il dispose d'une résidence officielle à Port-au-Prince dont le montant est fixé à 7 280 000 gourdes. Selon l'élu du Sud-Est, cette décision a été prise en conférence des présidents le 5 mars dernier. Il n'y a donc pas lieu de parler de détournement de fonds selon le président Lambert qui est au micro d'Edlen Vernal de Francineus. Des présidents mandat à administration Sénat priorité louer cherchons caille et louer une résidence officielle pour président Sénat et pas pour Joseph Lambert. Et c'est ainsi que nous avons entrepris des démarches et nous avons pu trouver une maison, un immeuble, et immeuble ça, nous louer pour l'exercice de 2017-2018 là, pour un montant de 7 280 000 gourdes pour la période. Et nous gagnons le propriétaire qui a signé, le questeur qui a signé, le président Lambert qui a approuvé et la Cour des comptes qui a approuvé. Sous base ça, moi estimé que je ne vais pas faire plus de commentaires sur la question. L'incident est clos et que Joseph Lambert, de son état, et pour les collègues sénateurs qui le connaissent, eh bien, on connaît que Lambert pas un tricheur. Concernant cette résidence, le sénateur Ricard Pierre, ancien questeur de l'institution et élu également du Sud-Est, a indiqué qu'il s'agit d'une location pour seulement 8 mois. Selon lui, cette somme n'était pas prévue dans le budget du Sénat pour l'exercice 2017-2018. Le sénateur Ricard Pierre. 7 280 000 gourdes sénateur a dit pour 1 an. Exactement sur le montant, le sénateur n'a pas pêché. C'est 7 280 000 gourdes. Mais sur la durée du contrat, il a pêché. C'est un contrat qui commence à courir à partir du 1er février 2018 pour prendre fin le 30 septembre 2018. Ça fait 8 mois. 7 280 000 gourdes pendant 8 mois. Ça donne 910 000 gourdes par mois. Ça donne 13 382 $ américains par mois. Je ne vais pas faire commentaire. Je vais quitter l'opinion nationale. Je vais quitter masse peuple dans la misère pour le juger. Alors que chaque sénateur recevra des allocations mensuelles pour le loyer de sa deuxième résidence. Les petits, pour dire un sénateur, questeur qui a géré le budget Sénat, qui a géré des millions de gourdes. Les petits pour dire le volon génératrice. Les petits en pile pour dire le volon génératrice qui a vendu environ 400 000 gourdes. On a géré des milliards pour volon génératrice qui a vendu 400 000 gourdes. Je dis deux. Une génératrice, ce n'est pas cocaïne. Si c'est cocaïne qui est dans le sénateur, les paroles en pile a fait, les sénateurs ont couru, vendre cocaïne, non? Parce que le connaît au le dit vient derrière. Même gens dit tout le temps, non sénateur cité dit vient chercher. Sénateur est capable de mêler dans ça, ni de loin, ni de près. Le ministre démissionnaire de la communication, Guilherme Sepoin-Delva, a indiqué que le départ du gouvernement traduit le fait qu'il a assumé ses responsabilités par rapport aux émeutes des 6 et 7 juillet 2018 dernier. Selon M. Delva, cette décision visait également à combler les attentes des secteurs qui n'ont cessé d'incriminer le gouvernement suite à ces événements. Il est au micro d'Info Pacifique. Moi, je pense que le gouvernement... Il doit prendre responsabilité, et je pense que le gouvernement prend responsabilité, le Premier ministre a démissionné. Et je pense que ce n'est pas normal, parce que quand des événements qui déroulent dans le pays hier, certainement, il faut qu'il y ait des gens qui sont responsables. Mais en même temps, ce n'est pas une raison pour nous, ni accueillir le Premier ministre, diaboliser le Premier ministre, ni des collègues ministres. C'est le gouvernement qui peut assumer les responsabilités. Ce n'est pas, on a parlé de président. Président, ce n'est pas. Nous-mêmes, parce que c'est le gouvernement qui assume. Ce n'est pas le président. Moi, des gens ont dit oui, il y a une crise. Les gens ont dit oui pour le président aller, pour faire des bails comme ça.
Et ça, c'est des gens qui peut-être voulaient chambardement, qui voulaient la pays en plus la troublaille. C'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je pense que le gouvernement, il doit prendre responsabilité. Je pense que le gouvernement prend responsabilité lorsque le Premier ministre a démissionné. Et je pense que ce n'est pas normal. Parce que quand des événements qui déroulent dans le pays hier, certainement, il faut qu'il y ait des gens qui sont responsables. Dans le sens que le gouvernement assume les responsabilités. Le représentant de l'Organisation internationale de la francophonie pour la Caraïbe et l'Amérique latine, Emmanuel Adjovi, a visité mardi les locaux du journal Le National et de Radio-Télé Pacifique dans le cadre du renforcement des rapports de l'OIF avec les médias haïtiens. Monsieur Adjovi a indiqué avoir rencontré des acteurs sociopolitiques et économiques du pays en vue de clarifier davantage la mission de l'organisation qui se résume en 4 points, dont la promotion de la langue française, la diversité culturelle et l'état de droit. Il a également mis l'accent sur la mise en place d'un programme de formation en entrepreneuriat au profit des jeunes et des femmes, ainsi que le réseautage pour leur permettre de dynamiser leurs activités économiques. Écoutons-le au micro d'Info Pacifique. Il me semblait important de rencontrer les principaux médias d'Haïti et de discuter avec les responsables de ces médias sur les modalités de collaboration entre le bureau régional ici qu'on appelle BRECAL et les médias d'Haïti. Parce qu'au niveau de l'OIF, nous menons un certain nombre d'actions de coopération dans les pays où nous intervenons, du moins les pays membres de l'OIF. Nous rencontrons aussi les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Donc nous rencontrons large panel des secteurs, un certain nombre de secteurs d'activité, y compris le secteur privé. Et l'ensemble de ces acteurs, nous discutons pour leur expliquer ce que nous faisons. Et en fait, ce que nous faisons est lié aux missions de l'OIF en termes de mandat confié par les chefs d'État et de gouvernement. Et le mandat confié par les chefs d'État et de gouvernement, l'OIF, comporte 4 missions. Il y a une mission sur la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique, j'insiste lourdement là-dessus. Une deuxième mission qui porte sur la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. La troisième mission porte sur la formation et l'éducation. Et la quatrième mission porte sur l'économie, le développement durable et le numérique. Le responsable du bureau régional de l'OIF a par ailleurs annoncé la tenue de son prochain sommet à Erevan, capitale de l'Arménie, en octobre 2018. Ce sera l'occasion pour les pays membres de définir le plan d'action de l'OIF pour la période 2019-2022. Ces déclarations. Nous avons par exemple un programme sur la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des femmes. Donc ce programme organise des formations en matière d'entrepreneuriat. Ce programme travaille sur l'environnement entrepreneurial, c'est-à-dire de voir, est-ce que du point de vue du droit, du point de vue des lois qui existent, est-ce que ces lois sont favorables à l'entrepreneuriat? Cette année, nous avons le projet d'organiser un hackathon sur l'innovation dans le domaine des médias. Cela constitue une innovation par rapport au travail que nous faisons ici. La prochaine programmation de l'OIF sera adoptée au sommet de la francophonie qui se déroulera à Erevan, en Arménie, en octobre prochain. C'est ce sommet qui doit déterminer, valider, adopter la programmation 2019-2022. Et à partir de ce moment-là, nous disposerons de programmation pour les années à venir. Le réseau des journalistes économiques pour un développement durable, REGED, en partenariat avec la firme consultation Groupe Croissance SA, a clôturé mardi un atelier de travail de 2 jours sur le projet de loi de finances 2018-2019 à l'intention des journalistes de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Selon le coordonnateur de ce réseau, Anne Simard, cette initiative contribuera à améliorer le travail de ses participants. Il est au micro de Jean-Max Dorcé et Eric Garnouel. Donc, jeudi, c'était activité qui est tournée autour de
projet de loi de finances 2019 là, avec des journalistes qui sont dans plusieurs points dans la région métropolitaine, pour venir côté que nous avons essayé de décortiquer le document ça, et parce que nous dit tête nous, plus la population a d'informations sur le document ça, les budgets, c'est plus, il y a bien un plus bon comportement. Là, nous faisons référence, si nous regardons 2017-2018, la valait tout les fait, pile crasé, brisé fait autour du document ça pour la simple bonne raison. Pas de vulgarisation, pas de information qui circulait autour du document ça. Donc pour 18-19 là, nous-mêmes dans la région, nous avons tête tout ça comme objectif. Faire veiller médiatique là, vulgariser davantage pour sensibiliser acteurs, chaque acteur dans le niveau par pour être capable de changer comportement. Le budget il y a deux chapitres, il y a un volet qui parle de fonctionnement, un volet qui parle d'investissement. Donc, ces documents ça, nous sommes capables de considérer comme moteur de machine cap et des machines rouler. Donc, l'important c'est que vous-même comme population, vous connaissez qui dit dans le document ça, ou connaît qui prévoit pour vous dans le document ça. Donc c'est objectif ça nous bail tête dans la région qui et c'est motivation ça qu'il faut ouais tout journaliste ça au présent pendant 2 jours ça pour venir comprendre le document ça, essayer de décortiquer, paginer pour comprendre à qui sa population a attendu à partir du document ça, qui est comme développement dedans, qui est comme projet, comme programme. Le PDG du groupe Croissance SA, Kessner Farrell, qui s'est félicité de cette démarche, invite les autres secteurs à emboîter le pas aux organisateurs. Il a particulièrement mis l'accent sur la nécessité d'organiser ce type d'atelier dans les domaines liés à la santé et à l'environnement. Il est au micro de Info Pacifique. Parole en bouche, la capable de communiquer simplement, il faut être capable de communiquer, il faut être capable d'informer la population. C'est dans ce sens que les jeunes chita avec la croissance pour faire travailler ça. Et nous d'abord analyser le budget que le gouvernement a l'intention de retirer dans le Parlement, mais l'intention puisque nous le faisons réellement, pour nous garder les forces et les faiblesses de ce budget. Et comme il n'y a pas de gouvernement d'ouverture, en Haïti, c'est trop facile pour que nous disions, ah bon, on change le monde, mais changer pour faire quoi? Et nous avons essayé de regarder comment que le prochain budget va sortir à partir du nouveau gouvernement, que prend en considération ça qui n'est pas bon dans le budget. D'ailleurs, nous avons un conseil du président de la République dit qu'il faut changer de direction, de bien service qui est extrêmement élevé pour faire des allocations. Donc, le trésor public est capable de passer l'argent pour le financement social. Et nous ne que l'argent est dans le quartier populaire, dans la zone métropolitaine. Il faut regarder l'ensemble du pays, côté qui est plus misère, pour diminuer la pression migratoire qu'on fait dans le pays. Donc, globalement, c'est ça. Nous montrons le ratio, comment on peut regarder aujourd'hui à la prochaine structure qui est dans le budget. Sous chaque 100 gouttes qui est dans le budget que le gouvernement a déposé là, 70 absortis localement. International, c'est moins que 20%. Et l'absorti localement, il faut comprendre très bien. Impôt indirect pour dominer impôt direct. Qu'est-ce que c'est impôt indirect là? Ça veut dire une population qui est très pauvre a contribué considérablement dans le budget ça, que ce soit avec taxes pétrolières, que ce soit avec TCA en général. Donc c'est pour nous comprendre qu'il faut que l'argent mon pauvre soit bien géré. Donc c'est ça que nous faisons avec les jeunes et nous espérons que nous allons continuer, que réellement pour influencer les décisions qu'on prend. Merci, ça a été un plaisir de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.